Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir un dialogue, un entretien avec Hervé Van Latem, qui est le coprésident du Mouvement Nation. Mais je vais peut-être le laisser se présenter lui-même. Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, effectivement, je pense que plein de gens ne me connaissent malheureusement pas. Malheureusement pas, je veux dire, pour la publicité du mouvement. Donc j'ai 55 ans, je suis le coprésident élu du Mouvement Nation. Comme le nom l'indique, je co-préside avec Nancy Van den Ende. Et pour résumer, je dirais que je représente la tendance sociale et antiglobaliste au sein du mouvement patriote. Et actuellement, un peu comme tout le monde, et pour paraphraser Jacques Brel, j'écoute pousser mes cheveux. Ok. Et pour rentrer dans le vif du sujet, l'année 2020 et le début de l'année 2021 est fortement marqué par la crise du Covid-19. Et dans la mouvance, on retrouve des tenants de thèses alarmistes sur le vaccin qui va justement du complotisme au simple sceptique. Et indépendamment du côté médical, on parle aussi de plus en plus de dictature sanitaire, même en ce qui concerne le port du masque. Qu'en pensez-vous ? C'est un vaste sujet, évidemment. Je vais essayer de le développer en 3 thèses, et j'ai quand même pris quelques notes parce que c'est un peu long à exposer et à retenir, mais je vais essayer d'être quand même le plus court possible. Donc je pense qu'il faut d'abord parler de l'origine, puis il faut parler de cette sorte ce schéma qui s'est construit, qui a fait qu'on en est arrivé à l'hystérie actuelle. Et aussi, il faut parler de tout ce qui découle de cette crise. Alors, au niveau de l'origine, moi je pense qu'il ne faut pas forcément avoir des complots là où il n'y a qu'une somme d'incompétences et de fautes graves. S'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des complots, je pense que c'est avant tout pour cacher certaines erreurs. Alors, que l'origine de ce vaccin soit ou non humaine, je ne sais pas. C'est possible que l'origine soit humaine. Je rappelle quand même, et on le savait bien avant cette pandémie, que la ville chinoise où c'est apparu est une ville qui est connue pour avoir non seulement des labos pharmaceutiques, mais aussi des labos militaires. Alors, qu'il y ait eu un accident, oui, c'est pourquoi pas. Maintenant, dire qu'il y a une volonté, une stratégie de lancer cette pandémie avec des projets au niveau mondial, je ne sais pas. Moi, ça me paraît un peu gros. Et je me dis que si ça avait été le cas, c'est pas de Chine que ça serait parti. Parce que la Chine, c'est quand même un des pays où les forces mondialistes, en tout cas celles que nous dénonçons, ne sont pas quand même aussi fortes et aussi installées que ça. Donc voilà, mais c'est un avis évidemment, hein. Moi je ne prétends pas avoir la science infuse. Je me méfie quand même aussi des gens qui vous racontent, qui vous donnent le numéro des documents ultra secrets, qui donnent la vérité sur tout, parce que je ne suis pas persuadé qu'ils y aient accès non plus. Hein. Et ce n'est pas parce qu'ils l'ont lu sur une page Facebook que c'est forcément vrai. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation d'hystérie mondiale, planétaire ? Je pense qu'il y a d'abord eu, et effectivement, ça c'est un fait certain, il y a eu des mensonges multiples. Des mensonges multiples pour cacher les incompétences et les fautes, mais aussi, et ça c'est certain, pour promouvoir certains intérêts. Je pense que des gens profitent de la crise pour avoir des avantages financiers, politiques, etc. Mais ils en profitent, c'est l'opportunisme. Ils n'ont pas créé pour ça, mais ils ont vu la crise arriver et maintenant ils l'utilisent. Ça c'est certain. Alors je pense qu'il y a eu des étapes. Le problème a d'abord commencé par rapport à la Chine. La Chine, indépendamment de l'origine, de la vraie origine, la Chine évidemment, est d'abord un pays qui a le culte du secret et qui en plus a sans doute une fierté nationale mal placée et n'a pas voulu reconnaître ce qui s'était passé. Et donc à partir de ce moment-là, elle a minimisé et elle a menti, elle a donné peu d'infos et souvent des infos erronées. Ce qui fait qu'effectivement, je vais un peu parler à la décharge des spécialistes occidentaux, les gens au départ ont pu être trompés par ce que la Chine disait ou surtout à cause de ce qu'elle ne disait pas. Après, il y a eu évidemment d'énormes fautes en Occident. La première, c'était pas la première fois qu'on nous parlait d'une pandémie. Il y a quelques années, on nous a annoncé une autre catastrophe, je crois que c'était le virus H2N1 ou H1N1, je ne sais plus, voilà. Et à ce moment-là, les États avaient quand même pris quelques précautions, avaient engagé pas mal de frais, et il ne s'était rien passé. Et évidemment, dans nos États occidentaux et capitalistes, tout le monde a vu ça comme un manque à gagner.
Et il est possible que beaucoup de politiciens se sont dit « Ah, ben écoutez, on ne va pas nous la faire deux fois, on ne va pas aller de nouveau dépenser des sommes folles pour que ça ne serve à rien. » De plus, même s'ils avaient voulu, je pense qu'il n'y avait tout simplement pas l'argent pour le faire. Je pense qu'il faut avoir conscience, et on va le voir tout au long de cette crise et aussi par rapport à ce que je développe, c'est que la plupart des États occidentaux, aujourd'hui, ils sont en faillite virtuelle. Ils arrivent tout juste à garder la tête hors de l'eau sur un plan financier, et évidemment, les budgets qu'auraient nécessité de prendre des précautions dans ce cadre-là, à mon avis, n'auraient été pas accessibles à ce moment-là. Et donc, on a préféré dire non, ben, ça va passer, c'est de nouveau de l'exagération, etc. Et donc, à cause de tout ça, on a sous-estimé, et forcément, ils n'ont pas été prêts. En Occident, après, évidemment, il y a eu une prise de conscience, mais bien évidemment tardive. Et aussi, ils ont eu un autre problème. C'est qu'ici, en particulier en Europe, mais à mon avis, c'est valable dans d'autres pays aussi, ils ont compris que ces crises risquaient de faire chuter, de faire exploser, si j'ose dire, le système hospitalier. Et si ce système hospitalier s'était écroulé, c'était un symbole, c'était un rappel, c'était une illustration d'à quel point nos politiciens, pendant des années et des années, ont été incompétents. Et ont, comment je vais dire, limité et n'ont pu faire qu'une aumône au monde de la santé, au monde hospitalier, etc. Parce qu'évidemment, il fallait dépenser de l'argent à d'autres bêtises ou à d'autres choses qui étaient inutiles ou d'autres choses dont on aurait bien pu se passer, comme par exemple tous les frais liés à l'immigration, etc., etc. Et donc, un naufrage du système hospitalier, outre le nombre éventuel de morts que ça aurait pu causer, aurait été une illustration flagrante des incohérences, des erreurs et des manquements de nos hommes et de nos femmes politiques. Et donc, ils ont eu tellement peur de ça, ils ont tellement peur d'une réaction violente, en tout cas très négative des opinions publiques, qu'ils ont pris des mesures qui étaient des mesures tardives, des mesures mal pensées, des mesures excessives, et en plus, pour convaincre les gens d'accepter ça, ils ont mis en place une sorte de dramaturgie. C'est-à-dire, évidemment, la pandémie est un problème, évidemment, il y a des risques pour les gens, mais je pense qu'on en a rajouté pour dire aux gens, vous comprenez, c'est pas le moment de nous disputer, c'est pas le moment de critiquer le gouvernement, on est en guerre, comme disait Macron, etc., etc. On en a rajouté, et donc, on a créé une dramaturgie qui fait que forcément, vous savez, quand vous êtes, à un moment, quand vous commencez à mentir, vous êtes prisonnier de vos mensonges. Et donc, on ne peut plus faire marche arrière. Si on dit le lundi que le virus c'est très grave, très dangereux, etc., même si le vendredi, il suffit de dire oui, mais non, attendez, après tout, non. Et donc, ils se sont retrouvés aussi prisonniers, je pense, les politiciens, de cette dramaturgie. À côté de ça, il y a les médias. Les médias qui ont surréagi. Ils ont surréagi à cause de quoi? À cause de la dramaturgie des politiciens. C'est normal, si vous êtes journaliste et qu'un politicien fait une conférence de presse pour vous dire vous vous rendez compte, ça va être terrible, il y a un virologue qui avait expliqué qu'il y aurait 30 000 morts en un mois, ça va être terrible, il y aura des morts partout, etc. Ben vous êtes journaliste, vous dites oula, c'est une information très grave, très importante, et vous-même, vous faites de la dramaturgie. Et puis vous voyez qu'après la première émission spéciale sur la pandémie, vous avez vos audiences qui montent en flèche. Et les audiences, ça fait beaucoup de publicité, et donc vous pouvez vendre vos publicités plus cher. Et donc, on dit, on va faire une deuxième émission spéciale. Et pour finir, enfin, je veux dire, ça fait maintenant des mois et des mois que je pense que, c'est au point que la RTBF a dit qu'ils allaient limiter à 50% de leur journal télévisé les sujets consacrés à la pandémie. À 50%, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait 95% des journaux télévisés qui ne parlaient que de ça, et des magazines, et puis on faisait venir encore des virologues, etc., etc. Et donc, les médias aussi ont surréagi. Et comme les médias ont surréagi, eh bien les politiciens ont surréagi aux médias. En disant, si les médias en parlent autant, on doit quand même faire attention, sinon les gens ne nous pardonneront jamais s'il y a trop de morts. Et eux-mêmes en ont rajouté. Comme ils en ont rajouté, eh bien les médias en ont aussi rajouté. C'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on est dans cette sorte d'hystérie où vous voyez vous voyez même dans les studios de télé où les gens sont tout seuls et les gars, ils mettent un masque comme s'ils allaient
comment dirais-je, ils allaient transmettre le virus aux caméras, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, à côté de ça, il y a effectivement, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est les big pharma, les grandes entreprises pharmaceutiques, qui, évidemment, ont tout intérêt à ce que tout le monde ait très peur, parce que, vu que tout le monde a très peur, ben, les gouvernements ne vont pas faire très attention au prix des vaccins, et donc maintenant, les big pharma peuvent vendre ces vaccins à des prix... ça se chiffre en milliards. Hein. Oui, voilà, incroyable, et le gouvernement n'ose même pas discuter, quoi. Parce que imaginez, aujourd'hui, un gouvernement qui dit « oui, mais non, écoutez, on ne peut pas acheter, non, vous n'avez pas de vaccin parce que ça coûte trop cher ». C'est impensable. Et donc, les big pharma ont pu imposer leur prix, et parce que les gens ont peur, parce que l'opinion publique comment dirais-je, a subi cette dramaturgie, et cette dramaturgie qui a été en partie, d'ailleurs, entretenue par toute une série de virologues dont on sait bien qu'un certain nombre, peut-être pas tous, mais qu'un certain nombre ont des liens avec les sociétés pharmaceutiques. C'est clair. Et font donc du lobbying pour les sociétés pharmaceutiques. Alors, ajoutez à ça que des virologues, même ceux qui ne sont pas liés aux entreprises pharmaceutiques, ont attrapé le virus, si j'ose dire, du vedettariat. Et donc, quand vous avez 1, 2, 3, 10 virologues, si j'ose dire, sur le marché médiatique, eh bien, ces virologues aussi ont constaté qu'au plus les formules sont tranchantes, au plus les formules sont anxiogènes, au plus on les relaie. Et donc, si un virologue arrive aujourd'hui en disant « Voilà, je pense que pour l'instant, ça peut se calmer, et etc. » ben, personne n'en parle. S'il lui a dit « Vous vous rendez compte, il va y avoir un mutant qui va venir de l'étranger, il y aura des milliers de morts. » Le lendemain, dans les médias, tout le monde dit « Machin a dit qu'il y aura des milliers de morts. » Et alors le gars, il est tout content, et il sait qu'il est il est ce qu'il appelle un bon client pour les médias. Et donc, il va en rajouter, et d'autres vont en rajouter. Et on crée aussi, que ce soit par lobbying ou par simplement pour se faire mousser, on crée de nouveau un esprit anxiogène. Je crois pas parfois qu'on prend que les autorités politiques et même scientifiques prennent quelquefois les gens pour des idiots. Et je peux très bien comprendre que certaines personnes se tournent vers le complotisme et vers le scepticisme, parce que moi je parle régulièrement avec des gens dans la rue, avec monsieur et madame tout le monde, et quand on parle avec les gens, ils ont tous à peu près la même optique. On vous raconte telle et telle chose à la télévision, les politiques vous disent de faire ceci, les virologues vous disent de faire cela, sur une autre chaîne, un autre virologue vous dit autre chose, et les gens ont un tas d'informations différentes et ils ne savent plus sur quel pied danser. Donc je peux comprendre qu'une certaine partie de la population se tourne vers le complotisme et le scepticisme. C'est à mon avis tout à fait normal. Tout à fait. Et puis de toute manière, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On l'a vu avec l'histoire de cette réception de Nouvel An à l'Open VLD avec le Premier ministre De Croo. Et alors vous constaterez quand même que c'est sans doute un hasard. Il semblerait que tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques et tous les virologues ont tous une conjointe ou un conjoint qui est un peu coiffeur. Parce que eux, ils sont bien coiffés. Donc, voilà, je veux dire, évidemment, on se fout de notre gueule. Hein. Alors, évidemment, je ne mets pas en cause le fait qu'il y ait une pandémie, mais je pense que tout simplement, ou bien ils exagèrent très fort, ou bien ils ne savent rien alors qu'ils se taisent. Mais je répète, pour toute une série de raisons, il faut en rajouter. Ils en rajoutent puisque on vous dit tous les jours maintenant, il y a de nouveau une hausse de contamination et une hausse d'admission dans les hôpitaux. Or, je sais avec certitude que dans certains hôpitaux de Bruxelles, par exemple, il n'y a plus un seul cas de Covid. Tout à fait. Plus aucun. Tout à fait. Ça aussi, c'est un autre point. Je pense aussi que des gens qui en rajoutent, je peux comprendre, mais ça n'arrange personne, c'est le personnel soignant, c'est le personnel médical. Ils ont toujours été traités en parents pauvres du système. Oui. Et donc, il y a une telle frustration. Maintenant, il y a un vrai problème, bien entendu. Et je pense qu'ils en rajoutent en disant « maintenant, on va nous écouter et maintenant, on va nous donner des moyens ». Mais en attendant, ça augmente également le côté oxygène. Et comme vous disiez, il y a... Moi, j'ai entendu parler il y avait un tiers d'hôpitaux qui avaient fermé leurs unités Covid parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et évidemment, il y a plus de cas, parce qu'il y a plus de tests. Bien sûr, bien sûr. Et admission à l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'on va en mourir. Donc, c'est pas être forcément en réanimation, c'est pas forcément... Et puis maintenant, il y a les variantes.
Oui, oui. Ça aussi, ça paraît quand même, c'est curieux. Donc ça se calme un peu, les gens ont moins peur, et hop, il y a le mutant 1, et puis il y a le mutant 2, et puis. Voilà. Donc. Alors, ça, voilà, ce sont tous ces facteurs-là ensemble, et je pense, ça n'a pas été forcément une stratégie, mais tous ces facteurs-là ensemble qui font qu'aujourd'hui on a cette sorte d'hystérie, d'hystérie Covid. Alors, les suites de tout ça, et là, effectivement, les suites et les conséquences de tout ça, et là, effectivement, il y a des choses qui sont vraiment pas claires. C'est par exemple toutes les dépenses très curieuses qui sont en train d'être faites dans l'État belge pour les raisons de Covid. On a publié sur notre site www.nation.be, comme ça c'est fait, un article qui expliquait ça. Et que donc, on a constaté, un député de la NVA, je pense, a fait une étude, parce que donc, tous les budgets Covid sont accessibles aux députés, on peut voir. Et il y a quand même des choses très curieuses, du genre achat de tablettes, achat de PC, de meubles, achat de plein de choses qu'on passe sous le truc Covid. Il y a des notes de frais énormes à des sociétés de communication, mais des petites sociétés de communication, parfois des entreprises d'une personne, et qui tout d'un coup sont facturées, hyper facturées par certains ministères. Il serait intéressant de voir si, par hasard, l'administrateur de cette petite société ne serait pas un ou une proche de quelqu'un de l'administration en question, et de savoir ce qu'elle a produit pour être payé 30, 40, 50 000 euros. Donc, ça c'est une chose. Il y a effectivement des gens qui en ont profité pour évidemment libérer des budgets pour tout à fait autre chose. Alors, il y a la saga des masques. Je rappelle quand même, enfin maintenant ça semble être réglé, mais dans les premiers mois, la Belgique a dépensé des millions d'euros à des entreprises bidons, aussi à des entreprises d'une personne, mais qui étaient copains parce qu'ils étaient dans le même parti que Mali de Bloc, de gars qui avaient promis de faire venir des masques et qu'on attend toujours. Pas la moindre sanction, pas la moindre enquête, rien. C'est, ah bon, pas de bol, oui c'est arrivé, je me suis trompé. Ils ne sont pas trompés une fois, ils sont trompés 2 fois, 3 fois. Idem pour les masques qui étaient périmés. Oui. Des millions pour des millions de masques qu'ils ont jetés, parce que périmés. Voilà. Alors, aussi, et ça c'est la conséquence, il y a effectivement des gens qui ont gagné beaucoup et qui gagnent toujours beaucoup d'argent. C'est les Big Pharma, ça, bon, on en a déjà parlé, c'est les entreprises de la grande distribution. Parce que je rappelle que d'abord, dans la première vague, il y a eu le premier confinement, il y a eu une telle vague de panique que des gens ont quasiment acheté comme si on entrait en guerre. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, la seule sortie qui était tolérée, à part sortir son chien, c'était aller faire des courses. Et donc, je ne rigole pas, je pense que les gens, je vais aller faire des courses, je vais acheter ça, j'en ai pas besoin, mais on ne sait jamais, je stocke. Et le drame, c'est que le gouvernement aurait dû faire un moratoire pour interdire à ce moment-là les hausses de prix. Et je suis certain que si on faisait une enquête réelle, on verrait qu'entre le moment du début du premier confinement et maintenant encore, les prix dans les grands magasins ont flambé. Enfin, ont flambé, oui et non, c'est pas énorme, mais 0,5 ici, 0,7 ici, un petit euro là-bas. Et en attendant, oui, au total, ça fait beaucoup d'argent. Et là aussi, je pense que la grande distribution, on a bien profité. Et de nouveau, on a obligé les petits commerces à fermer, mais pas les grandes marques et les magasins de grande distribution. Alors qu'à mon avis, vous avez une petite épicerie, c'est plus facile pour le commerçant de dire pas plus de 2 dans mon magasin, parce que dans un grand magasin, là, je pense qu'il y a un foyer potentiel. Donc, il faudrait aussi se poser des questions par rapport à ça. L'industrie des médias, qui s'est mis plein de fric, que ce soit les télés, etc., grâce à la publicité, grosse audience à cause des émissions spéciales pandémie, donc grosse audience, donc plus de publicité, plus d'argent. Et alors, il faut aussi penser que tous ces ministères là, qui ont fait des campagnes, chaque fois que vous voyez à la télé un petit clip, attention, Covid, 11 millions, une équipe de 11 millions, nous allons vaincre ensemble, mettez vos masques, etc. Mais c'est produit par quelqu'un qui est payé pour ça. Donc, les sociétés de communication liées à tout ce qui est les ministères ont gagné beaucoup d'argent. Donc ça, c'est clair. Une autre suite, je pense, c'est la limitation de nos libertés.
On vient encore de le vivre avec donc une interdiction d'une manifestation qui devait avoir lieu le dimanche 31 janvier et qui est interdite parce que sous prétexte de nouveau, les règles de Covid ne pourront pas être respectées, etc. Or, c'est tellement du pipeau que la ministre de l'Intérieur l'a involontairement retenu, puisqu'il y a 2-3 jours, par rapport à cette manif, entre autres, elle a dit « Il est important de limiter vraiment les rassemblements à 100 personnes pour éviter une situation à la hollandaise. » C'est-à-dire, elle fait référence aux Pays-Bas, depuis quelques jours, il y a des émeutes contre le couvre-feu. Et donc, elle reconnaît elle-même que l'idée de limiter les rassemblements à 100 personnes n'est pas liée en priorité à limiter la pandémie, mais est bien liée au fait d'un contrôle social. C'est aussi un énorme test à la soumission. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, nos dirigeants peuvent voir jusqu'à quel point la peur et le mensonge peuvent effectivement contrôler les gens. C'est aussi une manière, je pense, de se préparer à habituer les gens à dire, voyez, vous pouvez très bien vivre, mais de manière très contrôlée, très encadrée. Assez bizarrement, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est visible dans l'actualité, assez bizarrement, cette peur ou cette soumission ne fonctionne pas dans les quartiers où il y a beaucoup de diversité, où il y a des émeutes, où il n'y a quasiment pas de punition, où même les gens qui ont fait des choses graves, qui se font arrêter, seront relâchés quelquefois le jour même. Donc cette peur ne s'installe pas partout, cette soumission ne marche pas partout. Hein. Je pense, et là évidemment les gens vont hurler, mais on ne sait pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais il serait intéressant d'essayer d'avoir une analyse par quartier. D'où les clusters, comme ils appellent ça, hein, donc les foyers de propagation sont le plus. Je pense que des gens, et ça c'est pas une critique, chacun vit comme il l'entend, je pense que des gens ont une culture de vie qui est différente de la nôtre, et qu'ils refusent de se retrouver séparés de leurs amis, de leur famille, etc. etc. C'est même pas une critique, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà. Ils sont peut-être plus heureux que nous, j'en sais rien, c'est pas ça la question. Mais je pense que si on avait le courage de faire ça, on verrait que ce sont certains quartiers qui sont ciblés. Et de nouveau, on punit tout le monde parce qu'on n'ose pas aller rétablir l'ordre. Même si, dans ce cas-ci, c'est un mauvais ordre, enfin c'est un autre problème. Comme on n'ose pas aller imposer des choses dans certains quartiers, parce qu'on pourrait dire que c'est de la discrimination, etc., eh bien on punit tout le monde. Et c'est toujours comme ça, bien sûr, bien sûr. Et vous allez voir qu'on va être, entre guillemets, libéralisé au moment du printemps. Je ne sais pas si ce sera pour des raisons médicales ou sanitaires, mais ce sera pour éviter l'explosion dans certains quartiers. Parce que là, maintenant, mon Dieu, gardez les gens à la maison, il fait noir, il fait froid, il pleut, voilà. Mais dès qu'il fera un peu sec, dès qu'il fera un peu beau, dès qu'il y aura un peu de soleil, et dès que les jours vont s'allonger, ça va être intenable. Mais évidemment, je ne pense pas que les premières émeutes exploseront à Uccle. Hein. Non, c'est clair. Voilà. Alors, je pense qu'une autre, une autre retombée de tout ça profite au système politico-financier, qui évidemment en profite pour faire passer. Il y a une telle focalisation de l'opinion publique sur les problèmes de Covid que, comment j'ai expliqué ça, eh bien c'est le moment de faire passer d'autres choses. Et si vous remarquez bien, il y a eu depuis le confinement ce que j'appellerais une série de bains de sang sociaux, des licenciements massifs, qui, s'il n'y avait pas la crise du Covid, auraient provoqué beaucoup plus d'émoi dans l'opinion publique, beaucoup plus de réactions, je suppose, des syndicats, etc. Mais là, c'est noyé dans le problème. On vient encore de le voir avec FedEx à Liège, hein, l'aéroport, où on va virer des centaines de personnes, on en a un peu parlé, et puis hop, c'est mis de côté. Ça, c'est clair qu'ils en profitent. Le système en profite pour, comme je l'ai dit, limiter nos libertés. Et Dieu sait si on ne va pas se retrouver dans une sorte d'état d'urgence sanitaire permanent, parce qu'après ce virus-là, ce sera un autre. C'est aussi cette histoire des mutants, là. Qui nous dit qu'on ne va pas nous resservir ça tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, dès qu'on sentira qu'il y a un problème social ou un problème sociétal qui se présente. Ah, nouveau, attention, virus, arrêtez de jouer dans les rues, etc. Bon, voilà.
Et alors, surtout en Belgique, ici, pour parler de la Belgique spécialement, ça permet de faire passer une énorme magouille politique. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, alors c'est pas contre la loi ni contre la Constitution, mais c'est contre les règles de toujours de l'État belge, le gouvernement fédéral n'a pas une majorité en Flandre. Et de deux, tous les partis au pouvoir, ce sont les partis qui ont perdu les élections. Exact. Il n'y a pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ni le PTB, ni le Vlaams Belang, ni la NVA, aucun des trois partis qui a gagné à gauche ou à droite, qui a progressé en tout cas, n'est associé au pouvoir. Ça ne va absolument pas. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas cette histoire de Covid, la crise politique serait bien plus profonde. Mais maintenant, on prenait unité nationale. Je rappelle quand même qu'au début de la crise Covid, le gouvernement qui a pris les mesures d'urgence, qui a eu les pleins pouvoirs, était un gouvernement qui avait une majorité de 37 députés. Enfin, c'est-à-dire pas une majorité. Non, je veux dire, la majorité comptait 37 députés. Et tous les autres, qui avaient une majorité écrasante, ont voté en disant oui, état d'urgence, etc., etc. Mais c'est une histoire de fou. Et donc, je pense que voilà, ça c'est le problème. Je ne sais pas si c'est un vaste complot, mais ce que je sais, c'est que plein de forces, de forces ou d'entités ou de personnes, je viens de citer, ont profité et profitent encore de ces crises pour soit avancer leurs pions, soit gagner beaucoup d'argent, soit en profitent pour faire passer certaines choses. Ça, c'est clair, oui.